Cette fois, c'est certainement l'objet le plus ancien qu'on ait jamais expertisé sur Arcotech. L'acquérir, c'était une chose. Le ramener chez soi, autre chose. L'analyser, l'expertiser, ça engage une réflexion et ça mène à une évidence. Quand vous achetez un objet ou une œuvre, décorative ou utilitaire ou un peu des deux, vous extériorisez votre style, vous affichez votre personnalité. Mais vous sacralisez aussi l'endroit où vous êtes chez vous. Chez vous, ça devient un petit musée, un petit lieu sacré. Et comme on ne peut pas tout conserver dans des collections publiques, c'est votre mission, à vous aussi, qui achetez, qui possédez, qui envisagez d'acquérir des objets anciens, des objets d'art, des œuvres d'art, de veiller sur de tels objets, sur de telles œuvres, sur des objets comme celui-ci. Et parce que de telles œuvres ne sont pas faites pour être ignorées du monde, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et en attendant, archotechnicienne, archotechnicien, c'est parti. Certes, c'est une figure religieuse, je sais que c'est un blocage pour certains, mais il faut aller au-delà de ça. Et ici, pour commencer, il s'agit de bien connaître son hagiographie. Il y a de cela 1700 ans, un jeune soldat de l'armée romaine, né à Narbonne, appelé Sébastien, convainquait tous ceux qui blâmaient les chrétiens qu'ils devaient l'arrêter et que croire en Jésus et faire le bien était la meilleure chose à faire. Il guérissait les malades d'une simple parole, détruisait les idoles, baptisait à tour de bras, avec l'appui d'une foule d'acteurs secondaires, résistant lui-même aux persécutions et au lynchage, à l'époque où la religion était instable entre les nouvelles croyances et les anciennes. L'ultime épisode a lieu à Rome, lorsque l'empereur Dioclétien accusa Sébastien d'ingratitude, alors qu'il l'avait lui-même élevé à un haut rang militaire. Ce à quoi Sébastien déclara qu'il avait toujours prié Dieu et prié pour l'empereur, l'empire et l'armée. Ce que un empereur romain comme Dioclétien prit évidemment comme une insulte. L'empereur ordonne alors que Sébastien soit attaché à un arbre et percé de flèches par des archers. Donc tous les archers à disposition décochèrent sur Sébastien, et tant de flèches s'enfoncèrent dans la chair de l'homme qu'il fut recouvert comme un hérisson. Laissé pour mort, le hérisson, Sébastien, ressuscita et se présenta devant l'empereur pour demander une nouvelle fois l'arrêt des persécutions sur les chrétiens. L'empereur ordonne à nouveau d'attacher Sébastien et qu'il soit frappé à coups de bâton jusqu'à ce que mort s'ensuit. Puis son cadavre sera cette fois jeté aux égouts pour éviter aussi qu'on ne vénère ses reliques. Mais Saint Sébastien, n'étant plus simple humain, apparaît à une certaine Lucine et lui dit où se trouve son corps et lui demande de le retrouver et de l'enterrer dignement, ce que fit la bonne Lucine. Bon, pensez ce que vous voulez. Mais là, on est quand même face à un homme qui se prend des milliers de flèches, qui ressuscite, qui se prend des coups de bâton, qui apparaît quand même en esprit, qui fait des miracles. Si ça n'est pas un saint, qu'est-ce qu'il vous faut? Donc avec ceci, d'accord, c'est une sculpture de saint, pas de problème, mais combien ça vaut? Calmez-vous, on fait ça par étapes comme d'habitude. Cette sculpture est en bois clair, mince coupure et très noir. C'est du chêne, un bon bois solide qui résiste au temps et plutôt présent et utilisé dans le nord et le centre de l'Europe. Ici a été représenté le moment du martyre de Sébastien, donc l'ultime épisode où le saint est percé des milliers de flèches des archers. D'ailleurs, on voit quelques trous où devaient être visibles des flèches qui ont été cassées avec le temps, évidemment. Ici, on voit justement un morceau de flèche qui est d'origine cassé à l'intérieur. Je me suis permis d'en créer deux moi-même d'ailleurs. Ne vous inquiétez pas, il y avait déjà un trou, je n'ai porté absolument aucune atteinte à l'objet. Mais bon, l'idée c'était de se rendre compte de ce que ça pouvait donner. D'ailleurs, ces flèches, dans le corps de Saint-Sébastien, ont laissé des marques sur le corps du saint, au point que celles-ci ont été rapprochées par analogie à toutes les marques laissées par les grandes épidémies de l'époque médiévale et moderne, principalement la peste. Et d'ailleurs, quelques siècles après l'histoire de Saint-Sébastien, Jacques de Voragine relate l'histoire de Saint-Sébastien que je viens de vous raconter. Il a aussi rédigé la biographie de tout un tas d'autres saints, et il raconte aussi que lors d'une épidémie de peste particulièrement violente à Pavie, un ange serait apparu et aurait dit que l'épidémie ne se calmerait qu'à condition d'élever un autel à Saint-Sébastien. Le peuple s'exécuta, l'épidémie se calma, et ça montre que Saint-Sébastien était le saint patron des archers, évidemment, mais aussi qu'il pouvait être sollicité, vénéré, prié pour protéger les villes contre les maladies, les épidémies. Là, on se dit qu'on aurait peut-être dû prier Saint-Sébastien contre la Covid. En tout cas, sur cette sculpture, Sébastien est représenté comme un jeune homme, n'est-ce pas, attaché à un arbre. D'ailleurs, Saint-Sébastien, c'est aussi un très bon moyen pour montrer des hommes nus, parce que c'est particulièrement à la mode, à une certaine époque du XVe siècle en Italie, de représenter des jeunes et faibles.
Donc la conséquence, c'est que depuis l'Italie, on voit apparaître quantité de Saint-Georges, de Narcisse, de Jeanne David, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean, Bacchus, Apollon, des Christ en périsonium, Ganymède et autres hyacinthes, et Saint-Sébastien, qui est plus ou moins représenté comme un jeune et viril soldat, bien sous tout rapport. C'est un sujet de choix que l'homoérotisme s'est facilement approprié. Alors un point capital dans la représentation de Saint-Sébastien, c'est la posture. Quand on étudie Saint-Sébastien, on doit savoir qu'il y a plusieurs postures qui sont connues et qui sont communes dans la représentation. On connaît des représentations avec les deux bras dans le dos, avec les deux bras attachés au-dessus de la tête, des positions un peu plus lascives ou franchement en extase, ou bien torturées par des vents brûlants de l'enfer, des choses vraiment théâtrales en fonction du support, pictural ou sculpté, en fonction aussi des époques, plus classiques ou maniéristes, voire baroques, ou une posture comme ici, donc un bras en l'air et un autre bras qui est un peu plus dans le dos. Bon, ici plutôt sur le côté, mais on voit clairement qu'il y a une restauration et peut-être que la position initiale du bras devait être plus en retrait. Malheureusement, ce n'est pas la posture qui nous donne des arguments pour dater ou pour donner une origine géographique. Par comparaison, on peut s'intéresser au Saint-Sébastien de la collection conservée au musée d'archerie de l'art sacré du Valois, et là on se rend compte qu'il n'y a pas de règle sur la posture, la datation et l'origine vont vraiment se révéler avec l'observation du traitement. Et puis de toute façon, comme toutes les œuvres en Europe, dans le monde, ont pu être redessinées, regravées, diffusées, on va devoir s'y prendre autrement. Continuons. Notre saint est vêtu d'un seul périsonium, avec un Z. C'est une sorte de sous-vêtement antique, semblable à celui que le Christ portait lors de la crucifixion. Et c'est tout un symbole. Et ici, ce vêtement est particulièrement travaillé. Les plis se rejoignent tous à l'entrejambe, ce qui force un peu l'œil à regarder à cet endroit. On en parlait, des jeunes et faibles et de l'homoérotisme à la mode. En tout cas, il y a un modelé du corps qui est particulièrement travaillé. On voit les côtes visibles, les muscles du cou, du torse, le ventre qui est très bien dessiné. On sent très bien les tibias. Il y a eu vraiment une observation attentive de la part du sculpteur. Alors j'ai mis une réserve sur les bras, les mains et les pieds. Peut mieux faire. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'un maître a traité le principal et qu'un élève a traité les éléments moins importants. Ça n'aurait pas de sens pour un objet de cette taille. Mais bon, on voit bien quelles étaient les priorités. Le visage également est très expressif. Il sourit, certainement en pleine béatitude, il a les yeux levés vers le ciel, il doit certainement voir le Dieu qu'il protège. Et un élément qui là va nous aider, ici, comme dans la majorité des cas, il a les cheveux mi-longs et ondulés, donc à la mode de la fin du XVe siècle, et non à la mode du IIIe siècle. Le fait de donner une coupe de cheveux que les spectateurs ont l'habitude de voir permet de rapprocher le saint et son histoire de l'époque actuelle, de l'époque contemporaine. Puisque ces cheveux mi-longs et ondulés sont très semblables à ceux que l'on peut voir sur certaines sculptures et peintures de la Renaissance italienne, à la Mantegna, à la Sandro Botticelli ou Giovanni Bellini, fin du XVe siècle, ça me dit que l'origine ou l'inspiration est italienne. Et c'est vrai que quand on compare avec beaucoup d'images, on n'a absolument rien d'allemand ou de flamand là-dedans. Cependant, la facture ne me semble pas italienne, elle a plutôt l'air d'être française. Un Français qui travaille du chêne, qui a vu le travail italien à coup sûr, qui fait simple, avec une observation réaliste de l'anatomie. On n'a pas vraiment d'idéalisation du corps sur ce torse, sur ce ventre, sur ses genoux. Et ce n'est pas une petite œuvre faite vite fait pour combler un trou ou une niche dans une petite église de village. Ce n'est pas un produit d'art populaire, car justement, il y a trop de codes esthétiques des maîtres. C'est quelque chose qui est né dans une ville, faite par un sculpteur avec une bonne culture, un bon vocabulaire d'image, une vue de l'Italie, ou en tout cas des artistes, même français, qui étaient les plus influents à leur époque, une vue des centres d'art importants et une finesse dans la technique, dans l'anatomie, dans l'expression aussi. Et on peut faire cette remarque de l'importance de la sculpture religieuse en France dans les années 1540, avec justement l'apport italien, mais ici on n'est pas sur de l'italien maniériste, pas sur du classique, pas sur du baroque, on est sur de la Renaissance, plutôt code de la haute Renaissance, bien diffusé en France, voilà, un travail du milieu du XVIe siècle français. En ayant dit tout ça, en vérité, on peut déjà faire une estimation. Les œuvres religieuses, elles atteignent assez facilement des cotes élevées parce qu'il y a une considération. C'est-à-dire qu'elles soient pieuses ou non, il y a une considération symbolique. Et ici, en tout cas ici, on a une qualité, on a un état qui est excellent, c'est-à-dire à part une restauration sur le bras gauche et le manque des flèches, mais bon, ça c'est assez imparable avec le temps, l'état de conservation est excellent. Et puis le thème de Saint-Sébastien, ça passe très bien, ça passe partout. Donc sur une pièce pareille, une pièce qui est très belle, très bien conservée, on atteint entre 2000 et 3000 € parce que
vraiment ça vaut, et parce qu'aussi on peut faire une expertise avec conviction, c'est-à-dire un Saint-Sébastien en bois de chêne, milieu du XVIe siècle, travail français, et puis vraiment, il faut insister sur la qualité de la sculpture, parce que le modelé du corps est très beau, le sourire est très réussi, pour la finesse de la taille, l'application sur le drapé, l'arbre est moche, mais bon, on s'en fout, c'est seulement le support pour mettre en valeur le sein. C'est une très belle pièce, inspirante, à contempler, qui vous dira certainement des choses lors de vos contemplations. Cette pièce est plus importante que son prix. Voilà, j'espère que cette vidéo sur cette très belle sculpture vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à dire si ça vous plaît au-delà de son premier aspect. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Nicolas pour vous servir et j'espère vous revoir très bientôt sur Arcotech.